Allez, on va commencer. Allons-y. Euh, on va faire comme ça. Alors, tac, Team Topologies, un petit merci à nos sponsors, bien sûr, comme d'habitude, PMI, Michelin, MCS, Valence Avenue, et aussi avec tous les copains du Cara Grenoble, l'Agile Méditerranée, Neo, Open Serious Game, etc., etc. Sans eux, on ne serait pas là. Un petit coup d'auto-promo. Donc moi, c'est Mathieu Lecoupeau. J'ai fait un gros passif de dev. J'ai fait du Scrum Master derrière aussi pas mal. Je me suis orienté du coup logiquement sur du coaching agile et en ce moment, je fais un peu de PO pour sortir de ma zone de confort et élargir un petit peu mes horizons. Que c'est aussi intéressant. Participer et organiser des conférences Lyon, Cara Lyon, Néo, Piaf, même si Piaf, j'ai pas réussi à faire plus que ce que je voulais, mais bon. Euh, voilà, donc j'ai mis des pattes un peu partout. Et puis en orateur, alors là, j'ai fait le tour de la France. Et c'est pour ça que je connais pas mal de participants ici. Mais bon, voilà. Et j'ai fait aussi un petit peu plus local. Donc j'ai des Aldi, Lyon Jug, Wildcard School qui sont plutôt sur Lyon. Et en dernier, pour ceux qui savent, je tiens un petit blog, Anne-Argile et Lynn Berter, où je commence à remplir tout doucement en fait d'articles de blog. Donc je publie assez irrégulièrement, mais c'est souvent des articles qui me prennent beaucoup de temps à réaliser. Donc si vous voulez jeter un œil, vous trouverez sûrement votre bonheur. Pour l'instant, il y a 10-12 articles voilà, qui sont intéressants, je l'espère. Bien. Alors, Team Topology dans notre super nouveau projet dans une équipe, dans une DSI électrique. Pour vous situer un petit peu le contexte, cette grosse DSI a bien sûr a un fonctionnement, on va dire, on ne peut plus classique, hérité de beaucoup de dizaines d'années de procédures et de normalisation, etc. Et s'est rendu compte qu'elle était un petit peu ensilotée, ensablée dans des process qui n'étaient plus la norme actuellement. Et s'est lancé en fait dans le lancement d'un nouveau programme qui va s'étaler sur une dizaine d'années, voilà, qui est financé pour la prochaine dizaine d'années. Et ce nouveau programme, en fait, ils ont voulu le faire à la pointe des méthodologies aussi bien techniques que organisationnelles. Et c'est pour ça que ce programme s'appuie sur Team Topologies et Accelerate. Donc, je ne vais pas vous refaire un cours de Team Topologies ou d'Accelerate. Je vais vous en parler rapidement. Je vais vous resituer un petit peu ce que c'est et quelles sont les caractéristiques principales, mais sans plus. Je vais surtout m'attacher à détailler comment on fonctionne actuellement dans l'équipe et dans le produit où je suis actuellement. Donc, Accelerate, à l'origine, donc c'est un livre qui date de 2018. Il est issu de 4 années de recherche par des personnes qui sont plutôt bien capées là-dedans. Il y a eu 23 000 participants à cette étude-là. Et en fait, c'est un héritier des rapports du State of DevOps. Donc, c'était un rapport qui était publié tous les ans depuis pas mal d'années. C'est pour ça qu'il y a autant de participants. En fait, il a capitalisé sur justement ces State of DevOps. Il a essayé d'en concentrer, d'en faire la réduction pour le livrer dans un bouquin qui n'est finalement pas très épais, mais très intéressant. Il n'a pas encore été traduit en français, donc s'il y en a qui veulent s'amuser à le traduire en français, je pense que ça aiderait beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce livre? Deux choses en particulier, c'est ils ont dégagé 4 métriques principales qui font que les équipes de delivery informatique, on peut mesurer leur performance avec ces 4 métriques. Mais ils ont aussi, surtout, moi, ce que je trouve plus intéressant, dégagé 24 pratiques clés, ce qu'ils appellent des capacités, qui permettent en fait de mettre en lumière et d'avoir des leviers d'action sur le bon fonctionnement et finalement indirectement sur les métriques qu'ils ont dégagées. Ces 24 capabilities, en fait, ils ont été regroupés sous divers thématiques, donc tout ce qui est continuous delivery. Vous voyez, ils ont dégagé les pratiques les plus courantes, les plus essentielles, les plus importantes. Donc, continuous delivery, il y a du product process, du lean management monitoring, il y a de l'architecture, il y a de la culture. Donc voilà, ça c'est bien tout ce qu'ils ont un petit peu mappé. Mais ce qui est le plus intéressant, je trouve, c'est vraiment ce schéma-là. C'est qu'ils se sont dit, voilà, d'un côté, vous avez vraiment toutes les capabilities, et de l'autre, vous avez les conséquences en fait de ces pratiques-là.
conséquences plutôt dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que si vous voulez avoir moins de burn-out dans vos équipes, eh bien vous remontez la petite flèche et vous voyez qu'il faut que vous fassiez un petit peu de enfin beaucoup même de lean management et du lean product. Pareil sur le continuous delivery. Si vous voulez faire je sais pas, moins de rework, donc réusinage de vos produits, et ben appuyez fortement sur le continuous delivery. C'est là-dessus que vous pouvez avoir le meilleur levier d'action. Pareil, si vous voulez faire un petit peu de job satisfaction, eh ben vous remontez les flèches, etc. Donc c'est vraiment ce mapping en fait entre les practices, les capabilities qu'ils ont identifiées et finalement leurs conséquences, qui est vraiment intéressant et qui donne vraiment les leviers d'action les plus efficaces au DSI, au manager, pour obtenir une équipe de DevOps et de production informatique les plus performantes. Et du coup, les 4 métriques que je vous parlais au début, donc avec ces 24 leviers, on va influer sur ces 4 métriques. Donc il y en a 2 de vitesse et 2 de stabilité. Sur les 2 de vitesse, on a la fréquence de déploiement, c'est-à-dire combien de fois vous livrez votre code en production, et sur le délai d'exécution des changements. Une fois que votre code est prêt, en combien de temps vous pouvez le passer en production. Et 2 autres métriques sont sur la stabilité, c'est-à-dire que quand votre prod est cassée, en combien de temps vous êtes capable de la remettre de la remettre en route. Et lorsque vous déployez, il y a forcément des moments où ça plante, ça ne marche pas, il y a eu un bug, il y a eu quelque chose que vous n'avez pas prévu. Quel est ce taux justement d'échec des changements? S'imaginez bien que moins il est grand, mieux c'est. Une fois que vous avez réussi à obtenir ces indicateurs, eh ben, vous pouvez vous comparer aux autres et vous pouvez vous comparer justement avec ce service, avec ce rapport-là, à la moyenne des pure players, des bons players, donc les grosses DSI qui ont les meilleurs résultats. Et ils ont catégorisé ça en 4 niveaux. Alors, la ligne élite est une nouveauté de cette année. Je l'ai découverte cette année en préparant ma présentation. Donc là, il y a vraiment l'élite, c'est très, très, très faible pourcentage des personnes, des équipes qui sont dans cette ligne. Mais voilà. Donc, on voit que si vous êtes un low performer, donc on va dire dans le bas du panier, eh ben, votre fréquence de déploiement, elle est entre une fois par semaine et une fois par mois. Ça, c'est un low performer. Donc, imaginez ceux qui vous disent, nous, on livre tous les 6 mois. Ils sont très, 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 très low. Ils creusent en dessous. Voilà. Change in time, donc ça, en combien de temps vous déployez votre code qui vient d'être prêt. Donc là, c'est entre une semaine et un mois. C'est souvent corrélé les deux, mais voilà. Donc si vous livrez votre code et que votre code est mis en production 6 mois plus tard, bah, pareil, vous êtes vraiment dans le bas du panier. Change failure rate, donc là, c'est le taux d'échec de déploiement justement de ces mises en production. Là, 64%, ça veut dire quand même que vous avez plus d'une fois sur deux, vous plantez votre mise en prod, c'est quand même chaud. Vous êtes dans le bas du panier. Et sur le temps de récupération de votre prod, si elle tombe, entre un mois et 6 mois. Alors, 6 mois, ça paraît vraiment énorme, mais en fait, il faut voir que c'est tout le SI. Donc, si vraiment tout votre SI tombe, en combien de temps vous êtes capable de le remettre complètement up, de bout en bout, avec tous les composants? C'est vrai que ça peut prendre un certain temps. Souvent, on remet en route assez rapidement les systèmes essentiels, puis après, on redéploie petit à petit tout ce qui a cassé autour. Mais là, c'est vraiment prendre tout. Donc après, là, c'est vraiment le low. Après, on a le medium, high et elite. Sur le elite, on est vraiment sur le top du top. Donc, ça veut dire que vous êtes capable de déployer votre code à la demande. Et même, je dirais que ce n'est plus les devs ou un service d'intégration qui va faire les déploiements, mais ça peut être carrément le PO ou le product manager ou voilà, qui a carrément un bouton tout automatisé et c'est lui qui va décider de mettre en prod ou pas. Ça déplace la responsabilité de la mise en prod, ce qui est pas mal en fait. Changeling time, donc en combien de temps votre code est en prod? Moins d'un jour. Si vous faites de la CI/CD vrai, donc vraiment en continu, normalement vous êtes dedans assez rapidement. Votre taux d'échec, moins de 5%. Si vous délivrez plusieurs fois par jour, de toute façon, ça passera quasi inaperçu. Et le temps de récupération de votre infra, moins d'1 heure.
Ça veut dire que vous avez tout automatisé un maximum et qu'il n'y a pas de choses manuelles. C'est juste des boutons ou même presque un bouton qui va redéployer toute votre infra et tout votre produit. Donc entre ces deux, bien sûr, il y a plein d'échelles. Et surtout, en fait, on passe pas d'une île à l'autre. C'est souvent, on passe d'un carré à l'autre. On peut être low performer sur le change rate, mais on peut être en medium sur la fréquence de déploiement. Donc c'est un petit peu une composition. Euh, bon, je vais pas vous dire que ça va être difficile d'être en low d'un côté et en élite de l'autre, hein. Souvent c'est sur deux lignes adjacentes que vous jouez. Mais voilà. Une dernière chose aussi très intéressante avec Accelerate, c'est que il retourne en fait certains paradigmes et le plus important et le plus intéressant que je trouve, c'est celui-là. C'est au lieu d'essayer de faire bien au début et ensuite d'essayer d'accélérer, c'est tout de suite, faites vite, rapidement, accélérez et ensuite vous ferez la chose bien. Pourquoi je vous dis ça en fait? C'est que si vous essayez de faire la chose bien, vous allez suivre les procédures qui sont déjà en place dans votre SI et vous allez vous conformer à la vitesse d'exécution et de réalisation de tout ce qui se faisait avant. Donc forcément, l'augmentation de votre vélocité derrière va être très difficile et très coûteuse, voire quasi impossible. Alors que si vous faites dans le sens inverse, c'est vous cassez tous les silotages, vous cassez toutes les barrières, vous cassez vraiment tous vos freins, euh, et ben après, vous aurez finalement plus de marge de manœuvre pour faire la bonne chose. Parce que vous aurez déjà aplani le terrain, vous aurez déjà enfoncé toutes les portes pour faire rapidement. Donc votre accélération derrière sera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Si vous voulez aller gratter un peu plus, je vous conseille d'aller sur le site dora.dev. Donc, c'est Google qui a repris un petit peu ça sous son aile. Il a fait un site. Ça recompile tous les states of DevOps. Donc là, vous avez l'image du 2023. Il compile beaucoup de choses. Il y a une communauté. Ça bouge énormément et vraiment tout le temps. Donc ça, c'est Accelerate. Pour ceux qui ne savaient pas, vous avez un petit vernis là-dessus. Team Topologies, pareil. On est à la base sur un livre. Je ne sais même plus la date de publication, je suis désolé. Petit fun fact, c'est qu'il y a une traduction en français qui est en cours de réalisation. Donc, si vous connaissez Thomas Moreau, un coach agile qui est sur l'île, c'est lui qui chapeaute tout ça. Et si vous voulez donner un coup de main, il sera forcément ravi de vous filer un chipit à traduire parce que c'est quand même un bouquin qui est un petit peu plus épais d'Accelerate, mais reste raisonnable tout de même et qui est très intéressant. Une team topologies, voilà, il y a 7 points clés qui sont dans le petit graphique là. Donc, on a des typologies d'équipes fondamentales. Il y en a 4. Ça décrit les interactions entre ces équipes. Ça décrit aussi ce qu'est une team API et comment ça fonctionne. Alors, la loi de Conway, pour ceux qui ne connaissent pas la loi de Conway, c'est que votre organisation l'organisation de votre entreprise transparaît dans la fabrication de votre produit. Typiquement, c'est sur des meubles à monter en kit. Vous allez tout de suite voir s'il y avait une équipe qui faisait le manuel, une équipe qui faisait qui fabriquait finalement le meuble, une autre équipe qui faisait la petite assurance qualité, une autre. Voilà. Vous allez voir qu'il y a des briques qui ne sont pas tout à fait raccords, qu'il y a des décalages, etc. Un autre exemple assez simple, c'est Microsoft Office. Pourtant, c'est présenté comme un seul logiciel. Par contre, on sent bien que Word a été fait par une équipe, Excel par une autre, PowerPoint par une autre, parce qu'il y a des petits détails, il y a des petites choses voilà, qui vous font sentir que non, c'est pas fluide, c'est pas ça. Donc voilà, là, il essaye vraiment de contrer la loi de Conway justement pour essayer d'avoir des choses les plus fluides possibles et les plus homogènes. Organizational sensing. Je ne vais pas trop en parler parce que là, on va un petit peu loin dans les explications, mais c'est aussi un point assez important euh, pour la mise en place de vos équipes. Team First, ça c'est aussi une autre chose qui commence vraiment à émerger de plus en plus, c'est prendre soin des équipes, aussi bien techniquement, mais aussi psychologiquement. Il fait un gros truc là-dessus, et ce qui est assez important, voilà. Et enfin, topologie évolution.
un des mots-clés là-dedans, c'est vraiment que rien n'est figé, en fait, tout évolue au fur et à mesure et que votre organisation d'il y a un mois, 6 mois, un an peut être complètement différente de ce que vous avez, ce que vous vivez à l'heure actuelle. Et il faut s'adapter à ça. Et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait ça. Je fais un petit zoom rapidement sur les types d'équipes, les interactions et comment elles, on va dire, comment ça s'imbrique tout ça. Donc, on a bien 4 types d'équipes. Donc, on a les Stream Aligned Team. Ça, c'est vraiment vos équipes de développement. C'est elles qui vont produire la valeur, qui vont produire vos produits. Et c'est elles les moteurs en fait de votre SI. Ensuite, on a Enabling Team. Ce sont des facilitateurs. Ça va être des cellules d'experts, ça va être des cellules spécialisées dans un domaine particulier. Voilà, c'est des personnes qui vont venir ponctuellement en support au sein des streams, en fait, pour justement les aider à accélérer, avancer plus vite et à transmettre aussi la compétence. Vos streams, vos équipes vos streams, elles doivent être pluricompétentes et elles doivent avoir le moins de dépendance possible avec les autres streams. On a ensuite les Complicated Subsystem Team. Donc là, c'est un point particulier, c'est une team qui est complètement optionnelle, mais elle est là dans le sens où s'il y a vraiment de la logique métier très pointue ou un point technique qui requiert vraiment des compétences très pointues et qui sont difficilement transmissibles ou voilà, compréhensibles facilement par les autres streams ou qui boufferaient beaucoup trop de temps au stream, en fait, on peut créer une équipe spécialisée sur un domaine particulier. Donc, ça peut être aussi des fois des choses qui sont un peu à la marge. Typiquement de la robotique pour des équipes qui font plus du dev, en fait. Donc, vous avez vos équipes de dev qui développent une IA. Vous voulez incarner votre IA finalement dans un robot. Ben, vous allez faire un complicated subsystem pour justement gérer cette partie compétences techniques robotiques que forcément votre équipe d'IA n'a pas. Et enfin, on a les plateformes team. Donc là, c'est vraiment les équipes de support. Ça peut être des DevOps, ça peut être de la logistique, du management, voilà. Ça va vraiment être toutes les personnes qui peuvent aider à soutenir vos streams pour qu'elles produisent le mieux et le plus rapidement possible. Une fois que vous avez bien défini en fait et que vous avez catégorisé vos équipes dans ces différents types, vous avez leurs interactions. Donc là, on en a 3 principales interactions. On a clairement la collaboration, où c'est 2 équipes qui ont une dépendance. Et ça, c'est un type d'interaction qui est préconisé comme temporaire. Ça peut se faire, en fait, vous pouvez avoir finalement une équipe que vous allez diviser en 2 pour X ou Y raison, et forcément, elles vont avoir de la collaboration pendant un certain temps, le temps qu'elles se dégagent et qu'elles prennent justement leur envol chacun de leur côté. Je saute à la facilitation. Donc là, c'est souvent avec les enabling teams où c'est de l'intervention ponctuelle, c'est de la transmission d'informations, de compétences, etc. C'est temporaire, tout aussi temporaire. Enfin, temporaire dans le sens où les interventions sont temporaires, mais on sait qu'il y a une collaboration, une facilitation, excuse-moi, une facilitation qui va être régulière, en fait. Et enfin, on a le as a service. Et ça, c'est vraiment là-dessus qu'on doit tendre, dans le sens où les équipes sont totalement indépendantes, mais pour X ou Y raison, souvent avec la plateforme Team, les équipes ont des besoins particuliers. Ouverture de flux, mise en place d'un firewall, nouveau brique, valider je sais pas, un framework ou n'importe quoi, ou changer de provider, n'importe quoi. Ces équipes as a service sont sollicitables n'importe quand par n'importe quel membre des streams pour justement résoudre un souci particulier. Et du coup, enfin, on a le petit schéma on assemble un petit peu tout ça. On va avoir des choses comme cette image-là, avec les streams, avec des complicated, des plateformes team, et avec leurs interactions. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir vous appuyer pour expliquer l'organisation de vos équipes, du pourquoi, du comment c'est organisé comme ça, et d'optimiser. Et en fait, représenter vos équipes comme ça vous permettra, vous, derrière, de détecter
des anomalies, des choses. Ah ben tiens, telle stream, elle n'a pas d'interaction, de facilitation avec tel enabling team, etc. Ou la plateforme team, tiens, elle ne va pas jusqu'à telle autre équipe qui en a peut-être besoin, etc., etc. Donc, il faut vraiment réussir à modéliser ça pour donner une meilleure vision de votre organisation. Ah, c'est un peu décalé mon slide, je suis désolé. Bon, ça coupe. Là, c'est un petit peu tout ce que je vous ai dit. Il y a des jolies images qui vous expliquent tout bien. N'hésitez pas à aller voir, c'est intéressant. Et comme je vous disais, l'évolution des typologies d'interaction entre les teams, dont on part de la collaboration, de la collaboration, et puis on va essayer d'aller sur le as a service. Alors, comment et pourquoi finalement on a dans notre DSI adopté ce bouquin? Eh ben, c'est parce que les personnes qui étaient en charge, qui ont lancé ce programme-là, venaient d'un monde où Safe régnait en maître, comme beaucoup dans le DSI, et avaient bien vu certains défauts et les défauts que ça engendrait. Comme on voulait partir aussi sur vraiment les dernières technologies pour le dev, donc on a une très très forte culture craft. On est parti sur un gros encloudeur dans les tons orangés qui nous proposait des lambdas. On voulait vraiment partir sur des choses très très fortes avec de la CI/CD, mais vraiment appuyé à déployer as a service, quoi. C'est vraiment tout le monde déployé n'importe où, enfin tout le temps, plusieurs fois par jour. Donc on était vraiment à l'opposé de ce qui se faisait avant dans l'ancienne organisation, sachant que certains projets livraient tous les 18 mois. Donc là, on voulait vraiment renverser le truc. Donc, ils ne voulaient pas reprendre Safe parce que Safe, finalement, ne casse pas les silos et les streams, donc les flux de valeur que vous pouvez dégager avec Team Topology, se retrouvent un peu difficilement dans Safe. Et Safe est très bon pour gérer les dépendances entre les équipes, mais comme Team Topologies est là pour justement éviter les dépendances, ça ne collait pas. Et c'est pour ça que on a vraiment essayé de décorréler ça. Donc, dans le projet où je suis, on a, je crois que je le dis après, c'est pour ça. Oui, alors je reparle de la loi de Conway et de la charge cognitive. Avec Safe, en fait, avoir des dépendances avec les autres équipes, ça fait de la charge cognitive. Et du coup, Safe renforce plus ou moins la loi de Conway, où justement on va voir ces dépendances entre les équipes dans le produit final, parce qu'il y a des choses qui vont bugger, des choses qui vont pas être fluides, des choses qui vont être incohérentes. Donc tout ça, en fait, n'était pas l'objectif premier. Bien. Alors, dans notre projet, on est plutôt comme ça. C'est-à-dire qu'on a bien une plateforme team on a 3 DevOps et on a identifié 3 streams. Je ne vous dirai pas ce que dit ce pilotage PDR-DR. Là, avec les abréviations, ça va très bien. Juste imaginez que le logiciel, en fait, c'est un seul logiciel pour les 3 équipes, vraiment un seul interface web. Et en fait, dans ces 3 streams, il y a une partie qui va plutôt être du pilotage. Imaginez que c'est un logiciel comme chez votre garagiste pour faire de l'entretien de voiture. Vous allez avoir la partie où il va gérer un petit peu la voiture dans son ensemble. Il va avoir une partie où il va pouvoir gérer tout ce qui est pièces de rechange, etc. Et puis, il va peut-être avoir la partie plutôt légale avec les contrôles techniques, les entretiens, les choses comme ça, les entretiens obligatoires, etc. Donc, on avait vraiment ces 3 aspects, en fait, du métier de la personne qui allait utiliser le logiciel. Et c'est pour ça que ça a été divisé en 3. Alors finalement, après un peu de réflexion et après un peu d'expérimentation, on s'est aperçu que finalement, on renforce la loi de Conway en ayant fait ça. Dans le sens où quelqu'un qui était plutôt du côté pièces de rechange peut très difficilement basculer côté pilotage, en fait, sur la partie pilotage de l'application, alors que ça reste une seule et unique application. Donc là-dessus, il y a un petit défaut. On est en train de réfléchir à comment essayer de casser ça. On pense à brasser les équipes régulièrement. Voilà. Moi, j'ai essayé de pousser pour faire du fast. Donc, pour ceux qui m'ont vu hier, vous comprendrez bien pourquoi ça pourrait coller pour casser la loi de Conway, mais voilà.
On a bien nos 3 streams. Dans ces streams-là, donc chaque équipe, on a un PO, on a un lead dev, vraiment quelqu'un de technique. Après, un dev front, full stack, back junior, bon, ça c'était dans l'idéal. Actuellement, c'est plutôt tous des devs seniors, plutôt back, full stack, mais on a bien un lead dev. Et en face de ça, on a des PM, donc des personnes qui sont plutôt côté métier, donc qui sont face aux clients, face aux utilisateurs, et c'est eux qui utilisent vraiment ce logiciel-là. Vous remarquerez que dans les équipes, nous n'avons pas de Scrum. Et c'était bien une volonté du manager, en fait, de ne pas avoir de Scrum. Pour lui, Scrum était encore avec de l'effet tunnel. Il voulait éviter d'avoir des sprints parce que, en fait, venant de Safe, je pense qu'il avait fait un amalgame sur Safe, les Scrum, les sprints, etc. Et il voulait casser ça. Donc, il a dit, OK, le PO, il nous faut quelqu'un de métier parce que les devs, ils ne peuvent pas prendre aussi bien le côté tech que le côté métier en charge. Donc, pas de souci pour le PO. Par contre, pour lui, le Scrum Master, avec des devs expérimentés, moteurs, etc., n'avait pas sa place. Il s'avéra qu'on n'a eu que quelques contre-exemples au fur et à mesure de la réalisation. Mais voilà, il y a de la réflexion. Et enfin, on avait l'enabling team avec l'UX, donc aussi bien de la research que l'UX UI pur, vraiment à aider les équipes. Et là-dessus, ça a fonctionné, mais on a beaucoup, beaucoup hésité. Il y a eu beaucoup d'essais en fait. Dans le sens où, en effet, au début, on avait créé une équipe d'UX UI en enabling team qui était vraiment sur les 3 streams en même temps. Malheureusement, on s'est aperçu que les équipes ne sollicitaient pas assez les UX. Du coup, leur rapport de valeur était assez minime. Enfin, il n'était pas au niveau qu'il pouvait être. Du coup, on a décidé de passer justement ces UX-UI dans les équipes. Donc là, forcément, ils étaient plus au contact des équipes, ça allait un peu plus vite, ça allait un peu mieux. Sauf que, ils avaient, heureusement, ils avaient gardé cet esprit assez communautaire, donc ils se regroupaient pas mal, ils se regroupaient bien pour faire du partage de connaissances, pour faire un peu tout ça. Malheureusement, dans les streams, en fait, euh, c'était un petit peu le caillou dans la chaussure, dans le sens où ils avaient du mal à s'intégrer dans le workflow des équipes. Parce que les équipes avaient pris le rythme de parler au PO pour prendre vraiment les tâches à faire, de tracer, faire la réalisation et de livrer assez rapidement. Et du coup, souvent, ils sautaient l'étape UX, UI. Et actuellement, en fait, on a des travaux sur comment on va réintégrer vraiment les UX de manière pas obligatoire, mais euh, dès la conception, au niveau des PO, en fait, on est en train de leur dire, essayez de travailler ensemble, essayez des limites avant même de donner le travail aux devs, passer par la case UX/UI pour justement leur filer déjà quelque chose de beaucoup plus abouti. Donc là où les devs vont passer moins de temps à eux-mêmes concevoir l'interface, mais aussi que les UX/UI se sentent vraiment intégrés dans le workflow des équipes. Donc, une vision qu'avait le manager et qu'il a essayé de pousser au maximum, c'est que dans ces streams, en fait, on a bien un PO et un lead tech. Et les deux doivent être en équilibre. Et moi, je disais les meilleurs ennemis du monde, mais ça peut être aussi deux mariés. Lui, il aimait mieux l'image des mariés, dans le sens où les tech est vraiment là pour pousser à l'excellence technique, à faire en sorte que l'équipe se sente bien, qu'ils arrivent à produire du bon code rapidement, qu'ils se sentent écoutés, etc. Et de l'autre côté, on a vraiment le PO qui est là pour justement récupérer la connaissance métier, récupérer les besoins métiers et voilà. Et avec cet équilibre, avoir le meilleur outil, la meilleure prestation possible en fait, en, en pesant bien le pour et le contre de chaque côté. Vie d'équipe, je vous disais que la vie d'équipe dans Team Topologies est quelque chose d'important. Et en effet, c'est quelque chose de très important, dans le sens où on a décidé, enfin, il nous a été imposé quelques règles de vie, mais qui ont été parfaitement intégrées par les équipes et qui étaient plutôt bien vues, on va dire.
Déjà, prod first. Alors, on a de la chance, pour l'instant, on n'est pas trop en prod. Enfin, on est en prod, on a poussé en prod l'application, mais c'est ouvert juste à des bêta-testeurs. Donc, côté prod first, on n'est pas trop embêté. Mais à terme, oui, on va faire vraiment des astreintes. Les équipes de dev auront les astreintes. On est en train de réfléchir justement à comment on va faire le support utilisateur, parce qu'on ne peut pas forcément mettre les devs ou même le PO ou n'importe qui en frontal par rapport aux utilisateurs pour toute demande. On réfléchit à avoir quand même un N1 qui va prendre en charge les demandes toutes bêtes, comment j'accède à tel champ, comment je fais telle manipulation, enfin voilà, des choses assez classiques pour accompagner au changement les utilisateurs. Mais derrière, pas forcément avoir de N2 ni de N3, mais directement aller taper les équipes de dev. Donc you build it, you run it, ben voilà, on était dedans. Donc prod first avec des astreintes qui sont encore à côté. La confiance est quelque chose de très important qui est bien poussé dans le côté management. Il y a une bonne transparence. Ils nous font des points hebdomadaires sur comment ça se passe autour d'eux, comment le programme avance au global, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, etc., etc. Le relationnel avec les engineering managers, c'est un poste qui a été créé pour l'occasion dans cette DSI, est relativement bon. Donc ça, c'est pas mal. Formation, ça c'est quelque chose d'assez important et c'est un point qui se développe de plus en plus. Alors autant au début la formation c'était souvent un peu de mentorat, de coaching, de conseils de lecture, des choses comme ça, mais ils sont assez rapidement mis en place des talks en fait, dire aux gens ben voilà on va se prendre un temps, on va se prendre 1 heure tous les 15 jours au début pour que vous nous présentiez quelque chose, n'importe quoi sur de la technique, sur du métier, sur quelque chose qui va faire grandir l'équipe. Et ça peut aussi être autre chose que technique et métier, ça peut être aussi quelque chose d'organisationnel, ça peut être quelque chose de personnel en fait, pour sociétal en fait, pour une meilleure relation au sein de l'équipe, etc. Donc ça, c'est pas mal. Ça évolue encore. Là, on est en train, il y a vraiment carrément une. Alors, je vous parle d'un projet, mais il y a un programme, et dans le programme, il y a de plus en plus de projets qui arrivent. Donc, du coup, on commence à avoir une équipe de transverse qui va appuyer sur ce côté formation et ce côté excellence, en fait, technique et personnel, et va dédier justement du temps aux personnes, aux équipes. On va passer sur un rythme de 10% du temps pour les équipes pour qu'elles puissent se développer là-dessus et développer des choses. À terme, elle souhaite passer à jusqu'à 20% du temps, donc c'est vraiment 1 jour par semaine, ce qui est quand même un gros budget, mais totalement assumé et totalement, voilà, totalement provisionné, enfin tout ce qu'il faut. Mais surtout, on met les moyens, on met vraiment des personnes dédiées qui vont gérer ça. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Sur le lieu, on a des locaux en physique. Ils insistent fortement pour que les personnes ne soient pas en 100% télétravail, mais autorise de base à avoir du télétravail. Alors au départ, on était sur du 50-50, plus ou moins. Là, on est plutôt sur du 2 jours en présentiel, 3 jours en télétravail. Parce que c'est un rythme qui convenait à plus de monde, parce qu'il y a quelques soucis de place de bureau, etc. Donc voilà, pour diverses raisons, on est passé sur du 2 jours présentiel, 3 jours télétravail, ce qui est plutôt pas mal. Et laisse de la place aussi finalement à d'autres équipes, d'autres projets qui arrivent sur ce programme. Et ça permet de brasser et de voir un petit peu plus de gens, donc plutôt bien. Et enfin, la sécurité, c'est une des composantes qui est très importante pour cette DSI-là, qui souhaite vraiment mettre un focus là-dessus. Donc, il y a des formations de sécurité, il y a une personne dédiée à la sécurité qui veille au grain, qui va voir les équipes, ce qu'elles font, quelles sont leurs normes, etc. Donc, il y a vraiment un focus là-dessus qui est assez intéressant. Ben, côté apprentissage, voilà, ça c'est une photo de la petite bibliothèque qui a été mise à disposition des devs. Donc vous voyez sur le côté, hein, on a du Team Topologies, on a du Accelerate, mais on a aussi des choses un petit peu plus diverses et variées. Donc DDD, donc Domain Driven Design, ça c'est vraiment quelque chose qui est poussé côté tech par les archis
d'init, en fait, ils ont vraiment poussé à ça. Et en fait, c'est quand il y a un livre qui est intéressant, qui est jugé intéressant par un des membres des équipes, ils sollicitent l'achat de ce livre pour le faire partager. Et voilà. Donc, Team Topologies, là, il y en a deux exemplaires. Je crois qu'Accelerate, il y en a même trois. Mais voilà, ça tourne un petit peu. Il n'y a pas tous les livres, mais voilà. Il y a une page Confluence avec toute la bibliothèque qui a pris, etc., etc. Ça tourne. Disons que ça pourrait tourner un petit peu plus, mais c'est quand même utilisé, donc c'est assez encourageant. Qui dit pas de Scrum ne veut pas dire non plus pas de cérémonie et pas de petites réunions. Donc là-dessus, ils ont souhaité quand même garder un certain nombre de cérémonies qu'ils trouvaient intéressantes. Typiquement la daily. Ça, on l'a gardé, c'est relativement bien respecté, mais plutôt bien respecté par les équipes. Rien à dire là-dessus. Ça se fait entre devs, vraiment. C'est pas orienté reporting au PO ou au manager, etc. C'est vraiment entre devs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les one-to-one, donc là, c'est vraiment les tête-à-tête entre le lead dev et une des personnes du stream. C'était quelque chose que le manager avait trouvé intéressant, que ça soit fait régulièrement. Dans la pratique, ça se fait entre tous les 15 jours à un mois. Donc tous les 15 jours à un mois, le lead dev et le dev, en fait, se voient en tête à tête. Donc le lead dev, oui, c'est une tâche. C'était vraiment quelque chose dans le recrutement. Quand on a pris des lead dev, on ne voulait pas juste des cadres point de vue technique, on voulait aussi des personnes qui avaient eu de l'expérience ou qui ont de l'expérience sur la gestion humaine relationnelle des équipes. Donc c'était un critère assez important. Backlog Refinement, donc là-dessus, alors là, il mettait ça varie en fait pour les équipes. Pourquoi ça varie? Parce qu'on a des ateliers de cadrage en même temps. Et comme les équipes de dev participent fortement aux ateliers de cadrage, et ben, les backlog raffinement, ils se font un petit peu sur le pouce aussi. Donc, qu'est-ce que j'appelle atelier de cadrage? C'est que très régulièrement, quasiment une fois par mois, si je ne dis pas de bêtises, les PO vont à la rencontre des bêta-testeurs et leur font expérimenter les nouvelles ces fonctionnalités, leur demandent leur avis sur tel ou tel aspect, etc., etc., et essayent de débloquer certaines situations ou de remettre en cause aussi certains process qui étaient établis dans le legacy et qu'il fallait remettre en cause pour le nouveau. Les démos, alors ça, malheureusement, les démos, c'est pas quelque chose qui sont faits régulièrement. Ça revient parce que là, la DSI nous demande quand même quelques comptes. Donc les démos sont un des meilleurs moyens pour montrer qu'on avance bien, on est sur les bons rails et qu'on arrive à délivrer des choses. Et enfin, les rétros, c'est quelque chose qui est aussi resté vraiment à l'appréciation des équipes. Il y en a qui font ça tous les 3 semaines, il y en a qui font ça tous les 6 semaines. Vraiment à voir, mais comme on a des équipes qui sont quand même assez capées et qui s'entendent relativement bien, ça fait toujours du bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des rétros de projets qui sont organisés donc vraiment avec les 3 streams en même temps. On se prend une journée et on fait sur comment on peut travailler mieux, etc. Vraiment tous ensemble. Donc ça fait des grosses rétros, euh, mais très intéressant et souvent apprécié en fait. Et souvent apprécié des managers parce qu'ils ont des remontées qu'ils n'avaient pas normalement. Deux choses que je voulais souligner en fait, c'est que on a deux types de postes transverses dans le projet. On a des engineering managers et des transition managers. Alors, côté engineering manager, ça a été pourvu très rapidement en fait, parce que c'est comme c'est lui qui était à la gestion des commandes, pilotage budgétaire et du recrutement, il était vraiment indispensable dès le début et identifié. Donc ça, il n'y a pas eu de souci mise en place. Transition manager, on pourrait un petit peu le comparer finalement à une espèce de Scrum Master coach agile, voilà, c'est un communicant. Lui, par contre, il a été un peu moins identifié, il est un peu moins présent sur des équipes. Euh,
C'est un petit peu dommage. Je pense que son rôle est un peu sous-estimé, sous-évalué pour l'instant, mais ça va changer. Avec le nombre d'équipes qui arrivent sur le programme, je pense que ça va changer. Et ils vont atteindre une masse critique qui va faire que ça va devenir quand même un poste à responsabilité assez intéressante. Je vais aller un petit peu au-delà maintenant de mon simple projet, puisqu'on est dans un programme, et je vais vous parler d'une équipe qui est très intéressante. C'est la PAT, c'est la plateforme d'accélération technologique. Donc là, on est purement dans l'équipe de support qu'on a dans Team Topologies. C'est-à-dire qu'elle a en frontal vraiment les équipes. Donc on a bien les streams, les différentes streams avec leur PO, les devs, etc. Et machin. Donc là, ils ont mis différents trucs. Et elle a développé vraiment un catalogue de services, une offre de services, une API en fait pour la solliciter sur différents aspects. Et on arrive vraiment à une schématisation team topologie de cette équipe-là par rapport aux autres. Donc on a vraiment, voilà, on a vraiment les streams, donc PDR, ADR, pilotage, etc. On a différentes choses qui viennent l'alimenter, mais on a cette patte qui est vraiment en support de tout le reste et qui vient aider tout le monde sur tous les streams, etc. en as a service. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, qui est apprécié des équipes. C'est pas un comité d'archi où il faut remplir un dossier, où il faut passer en réunion à telle heure, et si tu loupes le créneau, et ben c'est reparti pour dans 2 mois parce qu'ils se réunissent pas tout le temps et que les personnes ne sont pas disponibles. Donc là, c'est vraiment des personnes, on les sollicite, ils viennent, ils discutent ensemble de visu ou vraiment ils s'installent à côté de toi et ils résolvent le souci et c'est reparti. Ou si tu fais une demande particulière, ben, ils vont l'étudier et ils vont revenir vers toi en disant, bah voilà, tu nous as soumis ça, on pense à ça, est-ce que ça te va, etc. Et c'est vraiment de la co-construction de solutions qui est vraiment, vraiment très intéressante. Cette équipe, elle est vraiment en construction. Là, c'est un zoom sur l'équipe où je suis actuellement, mais elle va s'étendre, elle va grossir pour justement venir en support à toutes les autres équipes qui vont venir à tous les autres projets. Au-delà de ça, on a aussi bien sûr l'équipe de soutien sur l'observabilité, le DevOps, etc., etc. Mais là-dessus, la patte, je pense que telle qu'elle est partie, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et qui respecte complètement la philosophie de Team Topologies. Et c'est tout. J'ai fini mon Rex. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez donner vos feedbacks. Est-ce que je suis dans les temps? C'est ma grosse crainte. Alors, je vais prendre quelques questions. Il y a juste une question pour l'instant. Ah non, ah oui, alors, dans la discussion, il y a une question. Donc, je vais prendre les questions dans le truc question-réponse. Un accompagnateur agile n'aura-t-il pas eu sa place dans le Naming Team? Oui, tout à fait. Et c'est en cours d'installation, en fait, au niveau programme. Ils ont identifié une cellule agilité où va y avoir de l'engagement personnel, en fait, engagement employé, engagement des devs, et aussi une partie côté facilitation, création d'ateliers, animation de certains ateliers, etc. Donc, cette partie agile, coach agile, Scrum Master qui ne souhaitait pas, il commence à revenir un petit peu dessus et se dire que finalement, c'est pas si mal. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Vos Oui, conclusions? Mathieu, Typologie. Oui, dis-moi, Sofiane. j'ai une question. Bonjour, quid de l'infrastructure as a service? Ouais. Et Livraison régulière, c'est quid ça. des recettes? Quels sont les outils utilisés pour les déploiements? Alors, quid de l'infra as a service? C'est du 100% Terraform. Toute l'infra est en Terraform. Donc, dès que l'équipe de DevOps met à dispo une brique, quelque chose, les équipes de dev sont autonomes pour la mettre en place, pour la maintenir, la configurer, etc. Hormis quelques détails, hein, on va dire. Mais c'est complètement ça. On est sur du Terraform. Tant que l'outil est dispo, c'est bon.
Livraison régulière, quid des recettes? On automatise un maximum les recettes. Donc, beaucoup de tests unitaires, de tests de recettes d'intégration, tests end-to-end, tout ce qu'on veut. Alors, je ne vais pas dire on a une couverture de code de 100%, on est loin de là. On fait au mieux avec les moyens qu'on a. Malheureusement, il y a quelques trous dans la raquette. Heureusement, les réunions régulières avec les bêta-testeurs nous permettent de mettre le doigt sur certains trous de la raquette. Mais voilà, on n'a pas, si c'est ça derrière que tu pensais, on n'a pas de testeurs attitrés dans les équipes. On n'a pas d'équipe de test, d'intégration, tout ça. Donc c'est vraiment quand le dev a fini son code, que c'est passé en merge request, que c'est passé en revue, que les tests automatisés sont bons, ça part en prod, clairement. Quels sont les outils utilisés pour les déploiements? C'est du GitLab. GitLab avec des, des chaînes, voilà, de la programmation, dès que ça commit, dès que c'est validé en MR, ça part. Quelle différence avec l'utilisation de Scrum pour éviter l'effet tunnel redouté? Euh, Avec Scrum, la livraison peut se faire à la demande du PO, normalement, si je ne me trompe pas. Là, on est vraiment sur de la livraison continue. Il y a des channels de communication avec les bêta-testeurs où on leur dit on a livré telle fonctionnalité, on a corrigé tel bug, on a tel machin, etc., etc. Mais finalement, en fait, il n'y a pas d'effet tunnel parce que si une demande est ultra prioritaire, elle peut être réglée dans la journée et mise en prod dans la journée. Pas de sprint, en effet, pas de sprint. Pas de sprint, c'est ce qui est bien et pas bien, parce que les démos, ben, ça passe un peu à la trappe. Les rétros, c'est pas forcément régulier. Mais voilà, on essaie quand même de faire bien. On fait souvent les cérémonies quand on en a le besoin. Et ça, heureusement, les équipes le remontent assez facilement. C'est l'avantage d'avoir des équipes un petit peu expérimentées, mais pas de sprint. Vos conclusions sur Team Topologies, avantages et inconvénients. Alors là-dessus, pour moi, le plus gros avantage de Team Topologies, c'est que c'est la fluidité en fait de l'organisation. Quand on essaye de mettre en place du safe ou du scrum, ben on a tout de suite le cadre, on sait tout de suite quel type d'équipe on doit mettre en place, avec quel type de rôle, avec des fiches de poste quasi bien définies, ultra définies. Tout. Là, c'est beaucoup plus libre. On est beaucoup moins contraint en fait par le cadre. Et du coup, on peut vraiment s'organiser organiser ses équipes comme on le souhaite. On n'est pas contraint par un schéma. C'est nous qui créons le schéma. C'est assez déroutant. Je ne vous cacherai pas que, point de vue DSI historique, il y a quand même quelques dents qui grincent. Surtout quand on leur a dit non, mais on n'a pas besoin de Scrum Master, on se débrouille sans. Bah, et pas que les agilistes, hein, c'est pas que les agilistes qui grinçaient des dents sur ces choses-là. Il y a beaucoup de directeurs de projet ou des choses comme ça qui ont tellement l'habitude d'avoir ce type de poste dans leurs équipes que pour eux, c'était inimaginable de faire ça. Mais pareil, c'était inimaginable pour eux de faire X déploiements par jour, quoi. Déjà, faire un déploiement par semaine, ça aurait été waouh, la révolution. Là, quand on leur a dit non, mais on est à plusieurs par jour, il y en a qui se posent des questions si on leur ment pas. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Les bêta-testeurs valident le hotfix avant la mise en prod ou c'est fait entre dev lors après de la code review? Entre dev. Les bêta-testeurs, en fait, alors c'est vrai on est en prod, sauf qu'on n'est pas critique. On n'a pas remplacé l'existant. Donc finalement, on pourrait presque casser la prod, que ça ne soit pas gravissime. On a cette chance-là. C'est vrai que quand on va être en prod avec un aspect criticité, peut-être qu'on fera différemment avec une hors prod pour valider côté bêta-testeur, mais pour l'instant, non. Il n'y a pas de risque que le lead tech se mette en posture haute et devienne un chef de projet technique. Si, complètement. On en a souffert. Euh, alors,
Ça dépend ce que tu mets derrière chef de projet technique, mais oui, on a eu le cas d'une personne extrêmement compétente techniquement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Tout le monde reconnaît ses compétences. Il était à l'origine du projet en plus. Enfin, il a fait un boulot de fou, pas de souci. Par contre, quand on a commencé à monter en nombre, il était sur OnStream en tant que lead tech comme un autre, etc. Ça a fait des étincelles. Ça a fait beaucoup d'étincelles, surtout avec son PO, parce qu'il avait du mal à l'intégrer en fait dans son flux de travail. Il se débrouillait très bien avant. Il ne voyait pas pourquoi on lui affublait d'un PO junior en plus qui lui disait quoi faire. Il voulait travailler comme il le souhaitait. Ça a fait des étincelles. La décision a été prise de le sortir, euh, malgré. Enfin oui, la décision a été prise. Pourtant, on a fait quand même essayer de faire des réunions, on a essayé d'arranger, de comprendre les points de vue des différentes personnes, etc. Là, il y avait vraiment clairement incompatibilité d'humeur. C'est lui qui a sauté. Euh, Bien ou pas bien, je ne m'exprimerai pas dessus, mais c'est comme ça malheureusement. Et, mais oui, c'est un risque. C'est pour ça que j'ai insisté un petit peu sur l'équilibre entre le PO et le lead tech. Pour moi, c'est les meilleurs ennemis, mais c'est aussi un petit peu un mariage. C'est qu'il faut qu'ils s'entendent et si les deux ne s'entendent pas clairement, on a tout de suite vu que les streams, elles ne marchent pas du tout après derrière. Je pense que C'est un comment? C'est à l'appréciation des devs, le support des délits. Hum, C'est en général, oui, un tableau Kanban qui déroule. Souvent, c'est les trois questions classiques. Il n'y a rien qui a été révolutionné là-dessus. Je crois que le temps est fini, Sofiane, non? tout à fait, Mathieu. Merci bien à vous tous.